Au chant de la révolte, je me lève et je sors. J'écoute la révolte et j'arrive. Au cœur du litige, le bâtiment numéro 7 des anciens ateliers du CN. Les manifestants le veulent pour eux. Le promoteur accepte de le leur prêter, mais pour un temps seulement. Pour ça que c'est réel, on va le squatter. Au chant de la... Marcel Sévigny, du Centre social autogéré. La négociation, c'est autour d'un bail de 5 ans gratuit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver après 5 ans. Et on ne voudrait pas que le propriétaire, finalement, s'organise pour récupérer son bâtiment pendant que nous, on va l'avoir entretenu. Les manifestants veulent y installer garderies, ateliers d'artistes et centres de formation. Dans le quartier, près de la moitié des ménages vivent sous le seuil de la pauvreté. Et cette dame souhaite utiliser le bâtiment pour venir en aide à la population défavorisée. Des logements sociaux qu'on va avoir pour loger le monde. Le promoteur s'engage à ce qu'au moins 15 % des résidences soient des logements abordables. Entre ce plan et celui des manifestants, la Ville n'a toujours pas adopté de position officielle. Karine Morin et Frédéric Charret, à Montréal. Les Amérindiennes sont 3 fois plus susceptibles d'être victimes de violences que les autres Canadiennes, selon Amnesty International. Depuis 30 ans, 580 femmes autochtones sont disparues ou assassinées. 300 de ces cas demeurent irrésolus. Des manifestants sont réunis au centre-ville de Montréal pour réclamer une enquête publique. Karine Morin est sur les lieux. Les tambours ont résonné au centre-ville de Montréal. Ils étaient une centaine réunis en mémoire des femmes autochtones victimes de meurtres ou de violences. La colère était palpable. Cette femme qui a perdu sa fille a dénoncé l'inaction du gouvernement. Amnesty International estime que les femmes autochtones sont confrontées à un taux de violence 3,5 fois plus élevé que les autres Canadiennes. Les manifestants ont réclamé une action de la part du gouvernement. Nous pensons être à la tournante décisive. Nous demandons une enquête publique. Il y aurait plus de 300 cas de meurtre ou de disparition toujours irrésolus au pays. Selon les organisateurs de l'événement, cela s'explique par le racisme du gouvernement, du milieu judiciaire, de la police et des médias. Aujourd'hui, des événements semblables ont eu lieu à Vancouver et Edmonton. Tous demandent la même chose, que nous n'oublions pas le sort de ces femmes. Karine Morin, Montréal. La 3e édition de la Marche mondiale des femmes, a réuni plusieurs milliers de participants dans l'ensemble de la province. À Montréal, dans l'arrondissement Verdun, un reportage d'Anneau de Croix. Elles sont bien engagées. Cette solidarité planétaire vise à sensibiliser la population au sort des femmes, notamment immigrantes, davantage frappées par la pauvreté. Je suis femme immigrante, c'est vraiment difficile de trouver un travail ici. C'est pour ça que je suis impliquée pour que moi et d'autres femmes immigrantes comme moi, nous puissions avoir du travail et sortir de la pauvreté. J'ai un PhD en économie, en marketing international de la Sorbonne. Et ici, je ne travaille pas. Ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Au nord, au sud, aujourd'hui comme hier, nos luttes. Sous le slogan « Tant que les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche », une centaine de personnes ont défilé dans l'arrondissement Verdun de Montréal, réclamant une plus grande autonomie économique des femmes. Plus d'une quarantaine d'associations ont uni leur voix pour défendre cette cause, à laquelle se sont joints quelques hommes. Ces revendications paraissent faire consensus. Toutefois, les traditions patriarcales ont la vie dure, comme en témoigne l'attitude de certaines passantes. Quand il y avait la chance de leur côté, ils auraient dû la garder. Il y a beaucoup de divorcés là-dedans. À un moment donné, tu t'imagines que ça va être le paradis terrestre quand tu tombes toute seule, mais c'est pas ça. Des fois, c'est mieux de faire des petites concessions. La marche a souligné la responsabilité des politiques à l'égard de l'action sociale et de lois favorisant une meilleure redistribution des richesses. Le gouvernement, là,
C'est clair? C'est ça, j'en pense. À Ottawa, on ne traite pas de l'assistance sociale, mais au niveau de l'assurance chômage, les femmes sont pénalisées par ce régime-là parce que les critères font qu'ils sont beaucoup moins admissibles que ne le sont les hommes. Cette manifestation a été l'occasion pour des femmes de diverses origines culturelles et sociales de se retrouver. De nouvelles actions sont déjà envisagées. À Montréal, Arnaud Decroix. Volte-face en République d'Irlande. Dublin accepte désormais l'aide internationale pour régler ses problèmes financiers et éviter une aggravation de la crise de l'euro. En effet, le ministre des Finances irlandais, Brian Lenihan, suggère que Dublin dépose une demande formelle de prêt auprès de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Le plan irlandais, de plusieurs dizaines de milliards d'euros, vise à ramener le déficit de 32 à 3 % en 4 ans. Un accord de principe devrait être signé dès aujourd'hui, alors que le gouvernement avait rejeté, jusqu'à la semaine dernière, toute demande d'aide. Le gouvernement mexicain a ouvert une enquête criminelle sur l'explosion à Playa del Carmen, près de Cancún, au Mexique. 5 Canadiens et 2 Mexicains sont morts dimanche dernier lorsqu'une partie de l'hôtel Grande Riviera Princess a explosé. Notre correspondante Andréane Simard se trouve au Yucatan présentement. Andréane, pourquoi avoir ouvert une enquête criminelle? Tout d'abord, Maryse, il s'agit d'une loi mexicaine, c'est-à-dire que dès qu'un accident engendre un décès ou des blessés, on se doit d'ouvrir une enquête publique. Il y a également de nouvelles hypothèses qui ont été émises depuis la tenue de l'accident. On a d'abord cru à une accumulation de gaz sous la construction qui était due à la présence de mangroves, mais maintenant, on a trouvé un mélange de métal et de pétrole liquide, ce qui serait dû donc à un défaut de fabrication, de construction de l'hôtel. Il y a également en fait, Maryse, la tenue de l'enquête est très difficile parce que les lieux ont été nettoyés tout de suite après l'explosion, alors qu'on aurait dû les laisser intacts. Pour l'instant, les autorités ont décidé de fermer l'hôtel pour au moins une semaine, ce qui a engendré beaucoup de manifestations de la part des employés. On a relocalisé plus de 450 touristes dans divers hôtels près de celle qui a explosé. Et le procureur général de l'État de Quintana Roo, Francisco Alar, a donné 7 jours aux enquêteurs pour terminer leur enquête. Dites-nous, Andréane, quels sont les recours possibles pour les familles des victimes? Eh bien, le procureur a demandé aux familles des victimes d'attendre les résultats de l'enquête. Il y a tout de même 3 familles canadiennes et 2 familles mexicaines qui ont porté plainte parce que lors de l'explosion, il y a eu beaucoup de lacunes pour ce qui est du transport des malades. Il y a notamment un blessé qui a mis 3 heures à se rendre à un hôpital situé à Cancún, qui est en temps normal à environ 30 minutes de Playa del Carmen. Il y a également une ambulance qui a été en panne d'essence au moment de l'explosion et l'ambulancier aurait demandé à l'accompagnateur d'une des victimes de payer pour l'essence afin qu'il puisse se rendre à l'urgence située à Cancún. Donc, pour ces raisons, on a décidé, les familles des victimes ont décidé de porter plainte, même si les résultats de l'enquête ne sont toujours pas rendus publics. Je vous remercie, Andréane Simard. Alors maintenant, nous allons passer à la météo avec celle qui nous dira si nous devrons sortir la planche à neige ou la planche à roulettes demain, Claudine Mercier. Alors, pour la météo à l'est du Canada aujourd'hui, il fera moins à Toronto avec des passages nuageux, moins 4 à Montréal avec des passages nuageux également. Ce sera un grand soleil et moins 7 pour Québec, moins 4 avec des passages nuageux pour Halifax, moins 6 et des passages nuageux également pour Moncton. Il y aura des averses de neige et moins 4 pour Charlottetown. Et finalement, à St. John's, il fera moins 3 avec des passages nuageux également. Et maintenant, pour la chronique météo extrême de la semaine, nous nous rendons à Calgary le 16 novembre dernier, où il tomba plus de 20 cm de neige, ce qui a occasionné plus de 170 accidents sur la route. Bonne journée! Et maintenant, nous allons parler de sport avec Daniel. Bienvenue à Sport Montréal. On commence aujourd'hui par la Ligue nationale de hockey. Le Canadien de Montréal finit bien sa semaine en remportant sa rencontre face aux Maple Leafs de Toronto hier soir au Centre Bell. La victoire de 2-0 a bel et bien un goût de revanche après la défaite subie face à Toronto lors du premier match de la saison en début octobre. Cette rencontre vient compléter une semaine de 3 matchs pour le Canadien qui s'en sort avec 2 victoires et 1 défaite.
Après avoir battu 3-0 les Flyers de Philadelphie mardi dernier, les Habs se sont inclinés jeudi face aux Predators de Nashville. Le Canadien a maintenant une fiche de 13 victoires et 6 défaites. Passons au football universitaire. Le Rouge et Or de l'Université Laval s'est qualifié ce samedi pour la Coupe Vanier après avoir arraché une victoire difficile de 13-11 aux Mustangs de l'Université Western d'Ontario dans le cadre de la Coupe UTEC. Malgré un premier botté raté, le botteur Christopher Milo a inscrit tous les points de l'équipe québécoise dans la rencontre. Avec 43 victoires d'affilée à domicile, le Rouge et Or affrontera ce samedi les Dinos de Calgary pour la Coupe Vanier à Québec. Daniel Duchesne, Montréal en direct. Alors, c'est ce qui complète les actualités de la journée. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Au revoir.